Alors, donc, j'imagine que vous avez tous entendu ça. Je vais vous répondre assez rapidement sur tous ces points-là, de manière à ce que, comme les deux copines de la conf nationale qui étaient dans la navette vendredi dernier, puisqu'on est allé en Maurienne, vous sachiez à peu près répondre à ces quelques questions qui sont pas très intéressantes, mais qu'on ressort toujours. Et en fait, le problème de ce dossier, c'est qu'à chaque fois qu'on vous oppose un argument technique, oui, et comment tu fais avec les pentes de 30 pour 1000, on ne peut pas monter les trains. On ne sait pas trop répondre et on se dit, merde, c'est technique, j'y connais rien, donc vaut mieux que je me taise. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui s'est beaucoup intéressé au dossier. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le projet Lyon-Turin, il est composé de trois sections différentes. Je vais vous les montrer. Euh, vous voyez là mon écran, hein? Oui, oui, Ouais, et ça a zoomé là. oui. Tu as vu Ouais, ça? ça a zoomé. J'ai trouvé l'option. Donc, vous avez une première partie qui est là autour de Saint-Exupéry. Vous voyez là. Je ne sais pas si on voit la main sur mon écran Ouais, Oui, là. on la Donc, voit. très bien. voilà, donc cette partie-là, là, c'est ce qu'on appelle le CFAL Nord, contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise Nord. Et ça, c'est le sud. Alors là-dessus, ça dévaste quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de terres agricoles. Hein, je vous le dis parce que et ça fait partie du Lyon-Turin. Alors ça fait partie du projet CFAL Nord-Sud, mais ça fait partie des accès au Lyon-Turin. C'est écrit sur l'enquête publique. L'enquête publique a eu lieu en 2011 pour cette partie-là, et la déclaration d'utilité publique a été prise en, en début 2013, si je me souviens bien, ou fin 2012. Ensuite de ça, vous avez les accès français au tunnel de base qui partent de la région de Satolas et qui avaient initialement deux options. Une option voyageur qui allait à Chambéry. Cette option existe parce que, en fait, le promoteur de ce projet, l'initiateur de ce projet, c'est l'ancien maire de Chambéry, ancien président du Conseil général de Savoie et ancien ministre des Transports, Louis Besson. Voilà. Donc, il avait fait ça. Et puis, sinon, vous avez une composante fret, normalement, qui va ici passer à Montmélian, passer sous la Chartreuse, sortir à Montmélian, enfin, dans la plaine de Montmélian, les Sauts, les Molettes, Sainte-Hélène-du-Lac, et donc aller ensuite jusque à Saint-Jean-de-Maurienne par tunnel sous Beldonne. D'accord? Et puis ensuite, ben, la troisième composante, c'est le tunnel de base, 2 fois 57 km et demi, qui est ici. Voilà. Donc, vous avez là le programme. Le tunnel de base a été déclaré d'utilité publique en 2007 pour 10 ans. En 2017, ils ont fait une prorogation que nous avons attaquée, qu'on a perdue. Et la partie des accès français a été déclarée d'utilité publique le 28 août 2013 et pour 15 années. Ce qui fait qu'on en a jusqu'au 28 août 2028 pour la déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique étant ce qui permet d'exproprier pour raison d'utilité publique. Voilà, je vous ai présenté rapidement. En général, je ne présente pas ça parce que quand on présente un projet, en fait, derrière, on se retrouve toujours à se défendre face à ce projet et à s'opposer à un projet. Et en fait, la première chose que je fais d'habitude, c'est de démontrer que ce projet est parfaitement inutile et que donc il n'y a même pas besoin d'artificialiser, même pas une marguerite, même pas un mètre carré, puisque en fait, la question de l'utilité publique doit se poser avant tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on a un réseau ferré. Donc, je vais vous parler d'abord des deux, trois petites choses qui sont importantes à connaître et qui vont vous donner des arguments. Et je renforcerai à chaque fois qu'il y a un argument important. Donc, le premier argument important, c'est que la question du fret ferroviaire, puisque c'est essentiellement, on nous dit, c'est pour faire diminuer la pollution, etc., etc. La question du fret ferroviaire est, à mon sens, non pas une question d'infrastructure, mais une question d'exploitation, c'est-à-dire de l'exploitation du réseau ferré. Pour s'en convaincre,
il suffit de regarder quelques chiffres. La France a 27 483 km de réseau ferré et on fait circuler 15 000 trains par jour. Les Suisses, ils en ont 3 265 et ils font circuler aussi 15 000 trains par jour. Donc, avec 9 fois moins de réseau ferré, les Suisses font circuler autant de trains que nous. Alors, il y en a qui disent oui, mais c'est normal parce que dans la Creuse, on fait moins circuler de trains alors qu'il y a beaucoup de linéaires, etc., etc. Donc, je suis allé voir le réseau ferré allemand, qui est plus grand, donc plus de 40 000 km. Et eux, ils font circuler le double de trains, 31 870 par jour. Et en fait, c'est assez intéressant de voir ça sur l'utilité du réseau, parce que en fait, on est en train de nous dire pour faire du fret ferroviaire, il faut des lignes complémentaires, donc artificialisées, etc., etc. Alors que en fait, la première question, c'est est-ce que vous savez vraiment exploiter votre réseau? Parce que quand on regarde la carte, qui est une carte officielle de l'autorité de régulation des transports, ben, on s'aperçoit que la France est en fait un des pays qui utilise le moins bien son réseau par rapport à la Belgique, à l'Allemagne, au Royaume-Uni, etc. Vous voyez? Et donc, la première des choses, et j'insiste là-dessus, rappelez-vous-en, nous avons un réseau ferré qui est 9 fois plus long que le réseau suisse et on fait circuler autant de trains. Et donc, la première question, c'est, avant de vouloir créer de nouveaux outils de transport, démontrez-nous que vous savez faire du fret ferroviaire et que vous savez exploiter le réseau existant comme le font les autres pays. Voilà, ça c'est le premier truc qui est important à rappeler à tout le monde parce que ça permet d'éviter. Alors, j'ai cette petite diapo qui parle de l'utilité. Vous avez tous sans doute un frigo qui ressemble à ça. La question, c'est quand est-ce que vous pensez changer votre frigo ou en acheter un deuxième? Alors, en général, on me répond que c'est quand il est en panne ou si on veut avoir une grande famille et tout ça. Et donc, moi, j'ai un projet pour vous, c'est ce beau frigo, mais ce qui est dommage, c'est qu'il ne rentre pas dans votre cuisine et qu'en fait, vous n'en avez pas spécialement besoin. Eh ben, c'est exactement la même chose. Pour le Lyon-Turin, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'un deuxième puisqu'on ne sait pas faire rouler autant de trains que les Suisses sur 9 fois plus de réseaux. Et donc, par contre, il y a des choses qui sont importantes à faire, on y reviendra. Alors, le deuxième argument qui vous permettra de contester l'utilité publique d'un nouveau projet, c'est le suivant. En 1998, vous avez un ingénieur général des ponts et chaussées avec une commission d'ingénieurs des ponts et chaussées qui font un rapport en 1998 en disant, bah voilà, en ce moment, à Modane, entre la France et l'Italie, il circule environ, c'est ce que vous avez là sur la gauche, vous avez 50 trains de marchandises par sens, c'est-à-dire 100 trains de marchandises, et 12 à 14 trains de voyageurs, c'est-à-dire 24 à 28 trains de voyageurs. On arrondit rapidement, donc grossièrement, en 1998, on est en train de faire circuler 130 trains par jour entre la France et l'Italie. Alors, comme vous le voyez ici, là où c'est écrit en vert un petit peu plus fluo, le gars nous dit bah, on peut augmenter de 50%, c'est-à-dire à passer 75 trains de marchandises par jour et par sens, donc 150 trains, si on fait quelques investissements en plus. De fait, on a fait ces investissements. On a mis 1 milliard d'euros en agrandissant les tunnels, en mettant des systèmes de sécurité, en passant à des gabarits supérieurs pour les trains de marchandises, etc. On a mis 1 milliard d'euros. Et alors, ce milliard d'euros, c'est, si vous voyez, vous avez ici le document de la SNCF. Ce milliard d'euros a été investi. Et le résultat, c'est que en fait, on fait plus passer par jour que 30 trains. Vous voyez? On en avait 130 en 1998, on fait des travaux, et en 2022, vous voyez, vous avez 37 trains, 35 trains, enfin, vous voyez que vous avez quand même très, très peu de trains par rapport à vos 130 trains. Et alors, donc, nous, l'argument qu'on dit, alors ça, les documents que je vous montre, hein, ce n'est pas mes documents, ce sont, vous voyez, les documents de l'Observatoire de la saturation, celui-là, qui vous compte donc 10 trains grandes lignes plus 27 trains de fret.
Et donc, vous vous apercevez que, en fait, là où on passait 130 trains par jour, on n'en passe plus qu'une trentaine ou une quarantaine. Et on leur dit, ben, on n'est pas maximaliste. On ne vous demande pas de faire mieux qu'avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros, mais de faire au moins ce que vous faisiez avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros. Vous voyez, truc normal. Et Excuse-moi, Daniel, est-ce que oui, tu peux juste rappeler la période où a été investi ce milliard d'euros, justement? oui, le milliard d'euros a été investi entre 2002 et, ou même plutôt 2004, pardon, et 2012. Voilà, ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'il y a déjà 1 milliard d'euros qui a été investi sur cette ligne-là, Sur la ligne existante. existante, sur la Existante, ligne ouais. existante, Pardon. puisqu'il existe déjà une ligne entre la France et l'Italie, je vous la montre. Vous voyez, elle passe par Ambérieu, Culose, et ici elle va arriver sur Aix-les-Bains, puis après passer Chambéry, Montmélian, et ensuite repartir sur Saint-Pierre-d'Albigny, Modane, et aller en Italie. Alors, de fait, ici, entre Chambéry et Montmélian, vous avez ce qu'on appelle un goulot d'étranglement, puisque cette petite portion de 12 kilomètres va vous desservir la Tarentaise, va vous desservir la Maurienne et va vous desservir le Grésivaudan, Grenoble et éventuellement Valence. Donc, effectivement, ici, sur 12 kilomètres, vous avez trois directions. Et donc, quand bah, vous avez 130 trains par jour ici, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous en avez 150 environ qui circulent ici, plus exactement 139 trains par jour. Et donc, la question, c'est est-ce que l'on peut passer ici 100 trains de plus? Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, la réponse, en fait, ils nous l'ont donnée dans l'enquête d'utilité publique en 2012, elle est là. Vous voyez qu'ils ont prévu que si on ne faisait pas le Lyon-Turin, hein, en 2020 sans projet, les hypothèses de trafic ferroviaire seraient de 280 trains. Et il en circule aujourd'hui 139. Donc vous voyez qu'on a encore de la marge et que ça, ce sont les documents de Réseau Ferré de France en 2012, donc qui sont incontestables. Alors, et je vais en terminer là-dessus, nous, on a fait une étude avec des cheminots et d'anciens dirigeants de la SNCF. Excuse-moi, Euh, Daniel, juste, oui, excuse-moi, juste pour bien suivre, dans le goulet d'étranglement entre Chambé et Montmélian, ils ont prévu, non, le tableau, ouais, donc dans cette zone entre Chambéry et Montmélian, tu disais qu'ils peuvent passer, ils prévoient de pouvoir passer jusque 280. 280 trains. Dans D'accord. les deux sens confondus, ce qui t'en fait 140 par sens. Hmm. D'accord? Ce que d'ailleurs nous avions calculé, c'est-à-dire si tu fais circuler un train à des heures raisonnables, c'est-à-dire à partir de 7 heures du matin, 6 heures du matin, jusqu'à 22 heures le soir, tu arrives effectivement à faire circuler 280 trains, puisque sur cet axe-là, tu n'as pas d'arrêt. Le Hmm. seul arrêt qu'il y a, c'est à Montmélian. Hmm. Et alors, on nous dit, oui, mais quand on arrête les trains et tout ça, c'est compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, là, vous avez un Y à Montmélian. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, vous avez un Y. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrêt des trains TER qui vont Hmm. sur Grenoble, il se fait après le Y. Hmm. Donc, comme on a plus de trains Chambéry-Grenoble que des Chambéry-Tarentaise ou Chambéry-Maurienne, en fait, Ouais, moi, c'est bon. il ne gêne pas ces trains pour la circulation qui va à Saint-Pierre-d'Albigny. C'est-à-dire que tu peux avoir un train ici à l'arrêt vers Grenoble ou en provenance de Grenoble et un train qui circule quand même vers la Maurienne. Ouais. D'accord? Voilà. Donc, je donne ces petits éléments, tout ça pour vous dire que on a une capacité, grossièrement hein, et en schématisant un peu, d'une centaine de trains au moins par jour qui permettraient de faire du fret. Donc, si vous prenez 100 trains, il faut que vous sachiez qu'on a des contraintes. On a une contrainte qui est que les trains ne peuvent pas faire plus de 550 mètres actuellement et que donc ça représente 550 mètres pour une rame, l'équivalent de 32 wagons pour des containers de 45 pieds, c'est-à-dire l'équivalent de semi-remorque. D'accord? Donc là encore, je vous le dis, transporter un camion ou une remorque, c'est une connerie. Pour la raison suivante, un camion semi-remorque à vide pèse 15 tonnes. Et le poids moyen de marchandises transportées par les camions entre la France et l'Italie, c'est entre 14 et 15 tonnes.
Donc, vous voyez, si vous avez une brouette pour porter du 50 kg de ciment et que votre brouette fait 50 kg, changez de brouette, prenez une brouette de 25 kg et vous en porterez une fois et demie de plus de ciment. Ben là, c'est pareil. Un container, ça pèse 3 tonnes, 3 tonnes et demie à vide. Une remorque, ça pèse 7 tonnes et demie. Si tu mets 30 remorques, tu transportes 120 tonnes de poids mort de plus que si tu transportes des containers, ce qui est pas très intelligent. Donc, on peut mettre grossièrement l'équivalent de 32 camions sur une rame entre la France et l'Italie pour respecter les 550 mètres. Comme on n'est pas super fort en calcul mental, je vous propose de dire qu'on va pouvoir en mettre 30. D'accord? Comme ça, on a 8% de marge. Donc, on peut mettre 30 équivalents camions sur une rame de train telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Si on a 100 trains possibles, puisque on les avait en 98 avant de faire les travaux, par 30 remorques, ça vous fait 3000 camions de moins sur la route par jour. Vous voyez, 100 multiplié par 30. Si on considère sur l'année, 365 jours, là encore, on va prendre une petite marge parce que c'est plus facile à calculer sur 300 jours. 300 jours multiplié par 3000, vous avez sorti 900 000 poids lourds de la route aujourd'hui avec la ligne existante en faisant ce que l'on faisait en 1998. Et alors, vous me dites, oui, mais combien circule-t-il de camions? C'est ça la question? Ça Oui. pourrait être ça. Eh oui, eh oui. Alors, eh bien, il circule aujourd'hui de camions. Voilà, vous avez ici entre le Fréjus et le Mont Blanc. Donc, la ligne rouge, là, ici, celle-là, qui part ici en 1965, c'est le Mont Blanc. Ici, 1999, l'accident du Mont Blanc, on passe à zéro et on va remonter ensuite. Et tout, bien sûr, va venir sur la ligne verte qui s'ouvre en 1980, le tunnel du Fréjus, et qui va reprendre la totalité du trafic pendant les années 99 et qui va ici reprendre ici la totalité du trafic parce qu'en ce moment, il ferme le Mont Blanc pendant 3 mois chaque année. Ce qu'il faut voir dans ce petit graphique, et ça c'est vraiment important, c'est le troisième point important, c'est que vous voyez, il circule en 2024 autant de poids lourds qu'en 1993. C'est-à-dire que l'idée qui a été vendue à tout le monde, il y a de plus en plus de camions, on a une croissance impressionnante de camions. Oh, bah, tu ne vois pas si je passe sur l'autoroute tous les camions qu'il y a, etc. En fait, il n'y a pas entre le Fréjus et le Mont Blanc un seul poids lourd de plus que ce qu'il y avait en 1993. Et vous voyez la ligne bleue, c'est le cumul des deux. Alors vous avez des chutes, mais vous voyez que on est largement à un niveau, disons qu'on plafonne et on serait plutôt inférieur à ce qui a été connu en 1994, 1995, etc. Donc il y a en fait moins de trafic de marchandises entre la France et l'Italie par les Alpes du Nord que ce qu'il y avait. Il y en a d'autant moins que vous aviez une centaine de trains de fret et que vous n'en avez plus que 27. Donc, en fait, toute la différence de fret, vous l'avez perdue. Et donc, on a moins de marchandises entre la France et l'Italie. Alors, certains vous disent, oui, mais si on fait une infrastructure de transport, alors il va y avoir une croissance du trafic, puisque, bien évidemment, l'outil vous permet de savoir travailler. Et alors ça, c'est faux, puisque vous voyez, cette ligne rouge verticale, c'est l'ouverture de l'autoroute de la Maurienne. Donc un axe de fluidification des transports qui facilite largement le transport routier, puisque vous ne passez plus dans les villages de Maurienne où on pouvait difficilement croiser les camions. Et pourtant, depuis l'ouverture, vous n'avez pas eu de tout. Ah d'accord, il faut que j'aille un petit peu moins vite. Là, j'ai essayé de vous finir, mais j'étais en train de finir. Donc, je reprends peut-être rapidement les éléments importants de ce graphique, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du nombre de poids lourds et qu'il y a une diminution du volume de marchandises entre la France et l'Italie parce qu'il y a une diminution, on a divisé par 5 le nombre de trains de fret entre la France et l'Italie. Et cela, malgré l'ouverture de l'autoroute de la Maurienne, qui devait permettre normalement
d'augmenter le trafic puisqu'il était plus simple. Voilà, donc ça c'est comment, le constat. Il n'y a pas plus de camions et si on fait passer 30 remorques ou 30 containers par train et qu'on revient au niveau de circulation de 1998, on a sorti les 2 tiers des poids lourds de la route. Et donc, ben, on est au même niveau que les Suisses et il n'y a spécialement pas besoin de créer une nouvelle infrastructure. On n'est pas les seuls à l'avoir dit. Le Conseil d'orientation des infrastructures a dit que le projet avait des caractéristiques socio-économiques clairement défavorables et que, à contrario, on peut utiliser la voie existante Dijon-Modane pour lui permettre d'accueillir dans de bonnes conditions les trafics de fret. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez, si vous voulez, pour être très clair sur l'inutilité, nous avons une ligne existante et en l'exploitant comme elle l'était en 1998, on est capable de sortir les 2 tiers des poids lourds de la route. Il n'y a pas de croissance de trafic, il y a plutôt une diminution des volumes de trafic et les services de l'État, les administrations centrales ont toutes conclu depuis 1998 qu'il ne fallait pas faire ce projet et qu'on pouvait parfaitement travailler avec la ligne existante. Alors, on vous dit, oui, mais il y a des pentes. Alors, donc là, il faut répondre aux gens un truc assez simple. En 1998, quand il circulait 130 trains par jour, il y avait déjà la montagne. Et donc, en fait, cette histoire de pente est une baliverne. L'autre jour, Julien Trocaz de Sudrail disait, écoutez, on sait aller sur Mars, il faudrait peut-être arrêter de nous expliquer qu'on ne peut pas monter les pentes. Voilà. C'est quoi Donc, cette histoire de pente, excuse-moi? Tu peux... alors, la pente, c'est qu'il y a une montagne pour aller jusqu'à Modane. Donc, on monte à 1100 mètres d'altitude. Et donc, il y a des pentes qui font 3%, 30 pour 1000 exactement, mais sur 500 mètres, hein. Et donc, on vient de dire, ah là là, il y a des pentes, c'est très compliqué. Alors, d'ailleurs, vos représentants étaient allés voir en 2012 Jean-Jacques Tirane. Jean-Jacques Tirane leur avait dit, ben oui, c'est con, effectivement, artificialiser les terrains, c'est embêtant, etc. Mais quand il neige, on ne peut pas faire monter les trains. En fait, c'est faux. Vous voyez, tout ça est faux. Donc, il faut vous dire que en 1998, on faisait parfaitement rouler les trains. En 1980 aussi, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de GPS, etc. Et on savait faire rouler des trains. Je vous passe les détails techniques qui fait que on a aujourd'hui des simplifications pour la circulation des marchandises parce qu'on a des motrices tricourants, etc., etc. Et que donc on peut tranquillement faire passer les trains à Modane. Les cheminots, Sudrail le confirme, ils travaillent à Modane et ils le confirment tous. Donc voilà, premier élément, avant toute discussion sur quelles sont les nuisances, c'est on n'a pas besoin d'aller créer des nuisances lorsque un projet est inutile et celui-là est inutile parce que toutes les administrations centrales tout le monde explique que la voie existante est en capacité de faire circuler des trains en suffisamment grand nombre pour sortir au moins les 2 tiers des poids lourds de la route si on l'utilise comme on l'utilisait avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros. Ok, Oui, super. Il y avait une question est-ce que c'est bon pour faire les questions? oui, 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 oui. Ok, il y avait Delphine qui disait du coup sur le changement, mais des remorques sont plus faciles à descendre du train que des containers. Peut-être Des que... ronds. Alors, oui, alors ça, je peux le dire. En fait, ça, c'est une évidence simpliste. Donc, des containers, en fait, ça se charge d'un camion. Bah, si vous voulez, je vais vous montrer la vidéo d'ailleurs de ce que c'est que le report modal. Alors, je vais vous montrer ça, peut-être. Hop, pardon. Hop, et c'est ici. Voilà. Alors, je vous montre ça comme ça, je réponds. Attends, je vous coupe peut-être le son parce que sinon vous allez en prendre plein les oreilles. Ça, c'est un système de transbordement de containers latéral. Ça, c'était vendu par Polyrail et c'était Geodis qui était le concessionnaire exclusif. Il n'a même pas réussi à en vendre un seul, même pas à lui-même. Ça, c'est la route roulante
ça ne peut pas fonctionner en France parce que les camions sont trop hauts avec les wagons qui sont trop hauts. Mais c'est ce que je vous disais. Là, vous transportez 15 tonnes de poids mort pour 15 tonnes de marchandises. Et donc, c'est absolument pas nécessaire et pas intelligent de faire ça. Donc, voilà, ça s'appelle la route roulante, mais de toute façon, ça passe pas. Ça, c'est le chargement des containers. Donc là, vous voyez, on est dans un gros Manitou. Et là, on va à venir s'approcher du container. On a le bras derrière, vous voyez, qui se baisse, qui va prendre le container. Hop, il le prend. Le gars va klaxonner après avoir soulevé. Le camion avance. Lui, il avance et il pose. C'est 8 minutes. D'accord? Juste pour décrocher une remorque, il faut une demi-heure. Juste pour la décrocher du tracteur. Alors que Mm. vous voyez que là, en fait, le camion est passé devant, on n'a rien besoin de décrocher, on a juste besoin de soulever et de poser. Voilà, je passe là-dessus, mais donc en fait, c'est une évidence simpliste que la remorque, c'est plus facile à transporter, parce que la remorque, pour la décrocher et pour la raccrocher, il faut entre 20 minutes et un quart d'heure à chaque Très fois. bien. Donc, en fait, on va beaucoup plus vite à transporter des containers. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé sur l'ensemble de la France, Eh ben, merci, de Denis. l'Europe, pardon. Et du coup, je vois qu'il y a Lisa Oui, qui d'autres va lever questions? la main. Ouais, il y a d'autres questions. Oui, je voulais savoir si ce que tu disais Allô, je là, suis encore là ou pas? Oui, t'es là, ouais, ouais. Ah mince, merde, je suis con. J'ai coupé mon volume, ce qui fait que vous m'entendiez plus, c'est ça? Non, 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 on Ah non? t'entendait, on Ah t'entendait. d'accord, c'est moi Non, qui non, vous entendais plus, c'est moi c'est qui ça. vous Il y a entendais Laurence plus. qui pose une ouais, question. voilà. Ce dont tu parlais là sur le report de 900 000 poids Oui. lourds, voilà, qu'on enlève de la route, est-ce que ça serait toujours le cas aujourd'hui avec les travaux qui ont été faits à Saint-Jean-de-Maurienne, où en fait on n'a plus, euh, Alors, on n'a plus de triage à Saint-Jean-de-Maurienne, mais ouais, nous, ce que l'on a, l'hypothèse sur laquelle on est parti, c'est qu'on prend des rames de 550 mètres que l'on ne coupe pas, c'est-à-dire qu'elles partent de la région d'Ambérieu à 550 mètres, avec 30 wagons ou 32 wagons, mais disons 30 pour que ce soit plus facile, et on ne s'arrête pas à Saint-Jean-de-Maurienne, on monte directement à d'accord. Modane, et on traverse, et on ne coupe plus les trains. Donc, D'accord, donc ouais, on recompose pas des trains. grossièrement, on fait ce qu'on fait sur une rame TGV, c'est-à-dire que pour aller à Paris, tu vas ou à la gare de Chambéry ou à la gare de Grenoble, tu prends pas ton wagon de TGV à Brignoux pour aller recoupler le train à Grenoble pour aller à Paris. Et dernière question là pour le moment là, moi j'ai assisté à une des premières réunions là de concertation territoriale qui a eu lieu à Bourgoin-Jallieu en Oui, septembre. avec Donc la SNCF. ouais, SNCF Réseau Hmm. donc nous disait bien que le gros plus c'était que justement on allait mettre le camion entier sur le train. Donc eux ils Oui. partent vraiment là-dessus. Oui. Euh, C'est pour justifier, en fait, ils partent là-dessus. Donc, c'est une aberration totale d'un point de vue énergétique. Transporter, et c'est une aberration. Ça, il y a que des gens de la SNCF qui peuvent imaginer que des transporteurs routiers vont mettre le camion entier sur un train, payer un chauffeur, payer l'amortissement du camion pour qu'il ne roule pas. En fait, alors il se trouve que moi je suis un garçon un peu spécial, c'est que comme représentant des Amis de la Terre, bah, je suis allé voir les routiers, la FNTR, Fédération nationale des transporteurs routiers, qui ont dit, mais nous on est prêts à prendre le train avec des containers pour autant qu'on ait des navettes qui fonctionnent. Tu vois, c'est la lettre qu'on a. Ici, j'ai signé. Il y avait le président des Amis de la Terre et Florence Berthelot, la déléguée générale de la FNTR. C'est une lettre qu'on avait envoyée à Elisabeth Borne. Et donc, comme vous le voyez, les transporteurs sont prêts à le faire. Je vais vous expliquer pourquoi en vous le montrant. C'est que euh, les transporteurs routiers ont un problème aujourd'hui, c'est que la route coûte 30% plus cher que le rail. Par les Alpes. Par les Alpes. Est-ce que vous savez pourquoi la route coûte plus cher que le rail? Non, pas forcément. Je vais vous le montrer.
tout de suite, si je retrouve la diapo, que je devrais retrouver rapidement. C'est le coût des tunnels. Et c'est le coût des tunnels, en effet. Je vais vous Mhm. montrer les prix des tunnels, c'est après, excusez-moi. Mhm. Je déplace mes diapos de temps en temps en fonction du public, alors forcément, voilà, c'est là. Donc ici, vous voyez, au 1er janvier 2025, Si, pour si. un camion semi-remorque, c'est 628 euros l'aller-retour. Voyez? 628, alors ça, c'est pour le tunnel du Fréjus. Pour le tunnel du Mont Blanc, bah, c'est le même prix, bien évidemment, 628,40. Vous voyez, ici. OK? Donc, et là, on est même à 638, vous voyez, si vous êtes dans le sens Dans l'autre sens. Italie-France. Je comprends. Donc, je vous remonte le petit graphique qui vous montre que voilà. En fait, cette partie orange hachurée, c'est les péages. Vous voyez? Donc, forcément, si vous prenez le train, d'une part, vous avez quand même moins de main-d'œuvre, hein, puisque quand vous avez 30 chauffeurs, il faut les payer. Quand vous avez un seul conducteur sur une machine, ça coûte moins cher et vous n'avez pas le péage autoroutier. Ce qui fait que vous pouvez voir ça. Et donc, ça, c'est un document qui vient de la Direction générale des mobilités de l'Union européenne et de la Confédération suisse, l'Office fédéral des transports. Donc, un document parfaitement officiel. La route est toujours plus chère que le rail. C'est pour ça que les transporteurs routiers français veulent prendre le rail parce que eux, ce qui les intéresse, la première fois où je suis allé les voir, ils m'ont dit, vous nous appelez transporteur routier, mais en fait, vous vous trompez, on est transporteur de marchandises. Mais pourquoi ils le prennent pas alors le rail? Bah parce qu'il n'y a personne qui leur offre les disponibilités. Je t'explique pourquoi. C'est parce que, en fait, la SNCF, quand tu veux prendre une place sur un train, il faut que tu réserves ça 6 mois à l'avance. Ok. Et le problème, c'est que les gars, ils ne savent pas ce qu'ils vont livrer dans 3 semaines. Sauf les plus gros. Alors, les très gros, si tu veux, genre XPO, Jacques Mose, etc., bah, eux, ils réservent des places à l'année, puisque, d'une certaine manière, ils savent que peu ou prou, ils vont toujours y arriver, puisqu'ils ont des dizaines de milliers de camions qui circulent mais dans l'année. Mais le gars qui fait de la messagerie ou à qui on va l'indépendant, bah lui, il n'a pas les volumes et il ne sait pas à 3 semaines, un mois ce qu'il va faire. Donc en fait, la SNCF ne s'est pas adaptée du tout comme elle le fait pour le TGV, de manière parfaite, hein, puisque jusqu'à 5 minutes avant le départ du train, tu peux acheter ton billet. Bah là, ça ne marche pas. En Suisse, tu peux le faire, mais pas en France. Ok. Ok, merci. Il est 14h26. L'idée, ce serait de terminer au plus tard à 14h45. On va continuer les questions. Il y a Mathilde qui demandait la parole aussi. Oui, moi j'avais une question parce que j'avais entendu parler des difficultés pour, alors je sais pas trop comment le dire, je connais pas trop le vocabulaire, par rapport aux différents trains fret voyageurs, du fait qu'il y en a qui soient pas à la même vitesse. Ça s'appelle Euh, la voilà, et mixité donc des comment ça se usages. passe? Voilà, Eh bien, la voilà. mixité des usages, tu as parfaitement raison d'en parler parce que c'est encore un des arguments d'autorité qu'on t'annonce. Ah ben oui, mais on ne peut pas faire voyager les trains de fret. Alors c'est bizarre parce que justement, leur projet, c'est un projet mixte. Tu vois, mixte fret ferroviaire. Bon, à terme. Mais grossièrement, là où se pose la question de la mixité, c'est quand tu as un train qui roule à 200 à l'heure et un autre qui roule à 100 à l'heure. D'accord? Et d'ailleurs, ça sera un problème sur l'exploitation du tunnel. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Mais ce qui est problématique pour cette mixité, c'est pour ça que j'ai repris cette carte, c'est toujours la section entre Chambéry et Montmélian. C'est-à-dire ici, Chambéry-Montmélian, où on a deux voies, une dans chaque sens, qui vont se desservir les trois vallées. Très franchement, ça fait 12 km. Un train de fret, ça roule à 100 km/h. Et effectivement, un train de voyageurs peut rouler à 160. Sauf que sur 12 km, si tu roules à 100 km/h ou si tu montes à 160, en fait, tu peux faire rouler tout le monde à 100 km/h. C'est déjà plus vite que sur la route. Et donc, il te faut 9 minutes à 100 km/h. Et donc, effectivement, tu vas avoir un problème parce que tu as un train de voyageurs qui va s'arrêter pour aller à Bourg-Saint-Maurice
qui va s'arrêter à Montmélian, puis à Saint-Pierre-d'Albigny. Mais en fait, une fois que tu as passé ça, eh bien, tu as plus qu'un seul train de voyageurs à l'heure pour aller à Modane. Et le résultat des courses, c'est que tu peux passer tranquillement pendant tes 40 minutes des trains de fret qui vont rouler. Si tu ralentis tes trains de voyageurs, ils vont rouler à la même allure, donc tu n'as plus de problème de mixité des usages. Ok, merci. Et du coup, il y a encore Jérôme. Ouais, du coup, moi j'ai une question. Du coup, il y a autant de camions, il y a moins de trains, donc ça veut dire que globalement, il y a moins de volume qui passe la montagne et de tonnage. Ce qui est un peu, quand on parle de mondialisation des échanges, du coup, ça va un petit peu à l'inverse. La question, c'est est-ce qu'on sait un peu précisément les tonnages qui baissent, ça correspond à quoi? Enfin, l'idée derrière cette question, c'est l'impact et un peu aussi l'histoire de Péchinet là-dedans, puisque il me semble que, et notamment par rapport aux liens qu'on peut avoir ou les discussions syndicales qui peuvent être menées avec la CGT, enfin les cheminots, etc., là, sur ces questions-là. C'est que je pense qu'ils y sont pas pour pas pour rien du fait que le fret, enfin et je le sais en partie, j'ai pas là en tête tout de suite, mais enfin en tout cas à une certaine époque ils ont quand même fait en sorte que le fret diminue. Enfin est-ce que tu peux confirmer ou infirmer ce que je raconte là? Un peu l'histoire de Péchinet et en fait qu'est-ce que ça joue sur ces volumes-là et les transports. Et l'autre question, c'est sur la question, enfin j'avais une question par rapport au coût, donc tu viens d'y répondre en partie entre le fret, est-ce que si le fret baissait, c'était pas lié au coût du fret? Parce que pour le coup, nous sur la 412, on a une industrie qui est au bout enfin au bout de la route qui s'appelle Evian là sur la 412. Et en fait, eux, ils étaient montés à 60% de fret. Ils ont fini par revendre l'ensemble de leur zone de stockage fret qui leur appartenait. Et aujourd'hui, ils baissent et ils vont baisser encore. Ils sont passés à moins de 40%, ce qui rajoute énormément de camions sur la route, qui pourrait justifier une autoroute, par exemple. Et en fait, et ça, eux, ça leur coûte 20 euros par palette plus cher et ça, c'est les chiffres de la direction d'Evian en fret. Du coup, ça va un peu à l'inverse de ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des raisons particulières ou pas? Enfin, voilà, si j'ai été clair, c'était un peu une Oui, question. oui, je comprends. Alors là, je vous ai mis la diapo qui montre, parce que vous allez avoir aussi comme argument, ah, les Suisses l'ont fait, alors on n'est pas plus con que les Suisses. Vous voyez? Alors en fait, les Suisses, vous avez ici l'évolution des transports. Donc en bleu ciel, vous voyez, c'est la route, et en bleu foncé, c'est le rail. Et donc vous voyez que à partir de 1980, vous avez une stagnation, puis une augmentation du trafic ferroviaire de marchandises. D'accord? Mais dans le même temps, vous avez une augmentation du volume routier de marchandises également. D'accord? Si vous prenez l'Autriche, vous avez une augmentation du fret ferroviaire et vous avez une très très forte augmentation du trafic routier. Et si vous prenez la France, vous voyez que vous avez une diminution du fret ferroviaire, très sérieuse quand même, et vous avez en fait un écart qui reste à peu près constant pour le mode routier. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de poids lourds. Donc, tout ça pour dire que clairement, on a des logiques qui sont différentes sur un axe nord-sud que sur l'axe est-ouest. Le deuxième élément qui me semble important de préciser, c'est que nous, on n'est pas pour la mondialisation et l'idée d'envoyer des petits pois en Italie pour ramener des petits pois d'Italie est un truc qui ne nous paraît pas super intéressant, de la même manière qu'on a chaque semaine 2 trains complets de traverse en béton pour poser les rails qui vont entre la France et l'Italie. Alors, il y a 2 solutions. Soit les Italiens sont trop cons pour couler du béton et donc les Français sont obligés de leur envoyer, soit c'est les Italiens qui nous envoient des traverses de béton, ce qui voudrait dire qu'on est trop cons pour pouvoir couler des traverses en béton pour poser des rails dessus.
En tous les cas, c'est clairement, il faut aussi se poser la question actuellement de quels sont les transports qui sont absolument nécessaires et qui sont nécessaires. Pour finir sur Evian, Evian travaillait avec Fret SNCF et a rompu son marché avec Fret SNCF ou ne l'a pas renouvelé pour passer au privé. Donc, clairement, il est possible que la palette leur coûte 20 euros de plus, mais en tous les cas, le fait de travailler sur un réseau existant, alors déjà, on peut se poser la question de l'intérêt social d'envoyer de l'eau d'Evian en Italie pour réimporter de la San Pellegrino. Mais en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que les coûts d'infrastructure sont moins chers par le rail, les coûts d'infrastructure et d'exploitation sont moins chers sur le rail existant parce que déjà, on a 628 euros sur un aller-retour en moins, mais en plus de ça, on n'a qu'un conducteur par rapport aux 30 conducteurs. Et donc, on a une moindre utilisation des routes, on a une moindre utilisation des remorques, etc., et du matériel roulant. Donc, après, le problème de l'offre et de la demande, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de place sur les trains et que un opérateur ferroviaire est sûr de remplir ses trains, il peut augmenter ses tarifs, puisque de toute façon, il n'a pas de concurrence. Mais en l'occurrence, le coût d'infrastructure et d'exploitation est de toute façon moins cher. Euh, Moi, j'avais une question sur à qui en incombe un peu cette responsabilité de cette forme d'abandon du fret, en fait. Parce que, enfin, moi, c'est un peu comme ça que j'en parle quand je parle du fret, c'est que j'ai la sensation qu'il a été complètement abandonné. On a mis 1 milliard dedans pour ensuite le saborder en quelque sorte. Alors, je sais pas si tu peux nous donner des éléments de justification ou d'explication. Oui, alors dans les éléments, en tous les cas, il y a une remarque qu'il faut faire parce que en général, on nous explique que traverser les Alpes, c'est très compliqué, ça monte, ça descend, ça tourne, etc., etc. Et moi, je me souviens qu'en 2012, j'avais trouvé une formule qui est si la montagne est une contrainte tellement forte que et ça justifie une nouvelle infrastructure, tournons le dos aux Alpes et regardons ce qui se passe sur l'ensemble du territoire. Et sur l'ensemble du territoire, le fret ferroviaire a chuté. D'accord? Pour des raisons diverses et variées, mais notamment parce que le service ferroviaire de fret ne répond pas à la demande et aux attentes et aux besoins des usagers. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le fret ferroviaire n'a pas chuté que sur les parties alpines, il a chuté partout en France. Donc là, clairement, il y a une volonté, et ce n'est pas parce qu'on a augmenté le nombre de TER, d'accord? Parce que bien au contraire, on aurait plutôt tendance à limiter le nombre de trains, il n'y a plus de trains de nuit, etc., etc. Donc on a libéré des sillons. La deuxième chose qu'il faut savoir, et ça c'est un élément que je vous propose de noter également, c'est qu'on vous a expliqué que le Lyon-Turin s'inscrivait dans un corridor méditerranéen qui partirait d'Algésiras pour aller jusqu'à la frontière slovène, voire même peut-être jusqu'en Ukraine. Le premier maillon, quand vous partez d'Algésiras pour monter sur la France pour aller ensuite vers l'Italie, ça s'appelle la traversée des Pyrénées. Et donc, ils ont fait un premier tunnel à cet endroit-là qui s'appelle le tronçon Perpignan-Figueras, qui a été mis en faillite, liquidation judiciaire, au bout de 4 ans d'exploitation, parce qu'ils n'ont fait que 8% de la prévision en matière de fret et 15% en matière de voyageurs. C'est-à-dire que le premier maillon du corridor méditerranéen qu'on nous vend comme la panacée du transport ferroviaire en Europe a fait faillite au bout de 4 ans. Et bien sûr, qui est-ce qui a repris la dette? Ce sont les contribuables français et espagnols. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, si vous voulez, et c'est aussi simple que ça, c'est vous êtes en train de nous expliquer qu'il faudrait une nouvelle infrastructure. On vous demande, avant tout investissement dans cette nouvelle infrastructure, de faire au minimum aussi bien
que ce que vous faisiez en 98 avant d'avoir dépensé 1 milliard d'euros. Pour ceux qui, parce que des fois, vous vendez pas des millions d'euros de marchandises comme vous êtes des paysans. Alors, 1 million de secondes, juste pour faire une petite évaluation, 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. Donc, nous savons tous là dans cette visio ce qu'on va faire dans les 15 jours à venir. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Et ça devient plus aléatoire pour la prévision. D'accord? C'est juste pour vous donner. Et le Lyon-Turin, c'est au minimum, au bas mot, 40 milliards d'euros pour l'ensemble du projet. D'accord? Hmm. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer un truc qui vous sera important dans vos chambres quand vous allez vouloir avancer sur comment? Sur le pourquoi il est absolument nécessaire de s'opposer. Je vous montre une lettre qu'on m'a transmise d'un point de vue confidentiel. Voilà, c'est une lettre de la Direction générale des infrastructures et des transports et des mobilités. On appelle ça la DJTM. Et la Direction générale du Trésor qui écrit à monsieur le directeur du Premier ministre, le directeur de cabinet. D'accord? Et au ministère des Transports. Et donc là, dans ce courrier, il va vous être révélé que pour les accès français au Lyon-Turin, donc la partie qui part de Satolas qui va jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, premièrement, il faudrait faire les évaluations. Et donc, je recherche juste un instant parce que je ne suis pas très malin. Lyon-Turin, je ne me souviens plus à quel paragraphe ça. Euh, euh, les accès, voilà, c'est ici. Donc, le projet a été déclaré d'utilité publique. Et donc là, on va nous révéler que sur le Lyon-Turin, il n'existe pas à ce jour d'évaluation socio-économique, ESE, c'est évaluation socio-économique, spécifique aux nouveaux accès français. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ce projet, ils prétendent aujourd'hui le faire avancer, alors qu'on ne sait pas du tout quelle est la rentabilité pour la collectivité de ce projet qui coûte quand même au bas mot entre 12 et 15 milliards d'euros. Donc ça, c'est un courrier confidentiel, mais dont vous pourrez faire état. Ce que je ferai, c'est que je vous mettrai tout à l'heure, attends, je vais peut-être pouvoir le faire tout de suite, sur les mails, je vais vous mettre le texte. Comme ça, vous pourrez l'utiliser dans vos discussions avec vos petits camarades dans les chambres d'agriculture. Ça vous va? Ouais. Merci. Je me permets d'enchaîner, Daniel. J'espère que c'est OK pour toi. Ah oui, oui, oui. Et puis c'est Euh, vous qui décidez, c'est pas moi. Super. C'est pour revenir justement sur les questions liées à l'emprise sur les terres. Puisque les sessions chambres, si elles ne sont pas déjà passées pour certains départements, etc., sont très proches pour, en tout cas pour la Savoie et pour l'Isère, si je me trompe pas. Et du coup, il y a des élus chambres ici qui vont certainement devoir avoir affaire à certains arguments et certains chiffres sur l'emprise sur les terres, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas. Enfin voilà, si tu pouvais un petit peu en dire un peu plus là-dessus. Oui, alors je vous ai mis là, et je vous les avais envoyés, les trois documents qui sont sortis dans l'enquête d'utilité publique, dans le volume Impact numéro 1, sur comment? Sur les terres qui étaient touchées, donc le nombre le nombre d'exploitations touchées, les surfaces qui sont touchées et les surfaces irriguées. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est que dans les enquêtes d'utilité publique, quand on vous parle d'exploitation touchée, de surface agricole touchée, on vous parle de l'emprise des travaux. D'accord? C'est-à-dire que vous avez des voies et vous avez des travaux qui vont se faire sur cette emprise. Et donc, c'est de ça dont on parle.
éventuellement des zones de dépôt. Je vais vous montrer un petit peu les trucs. Euh, Là, c'est sur l'eau. Voilà, on va arriver. Voilà, vous voyez ici, là, ce graphique, en fait, ce qui va être pris en compte, bah, c'est ce qui se passe autour du projet. Là, vous avez le projet de voie ferrée, et c'est en fait quand on vous parle dans les documents d'enquête publique des hectares qui sont pris, ben, c'est les zones de travaux directes avec ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en dehors de ces impacts directs, vous avez d'autres impacts qui ne sont jamais valorisés en termes de surface. C'est par exemple, pour ceux qui habitent en Savoie et en Isère, l'extension de carrière Vicat à l'Essau, parce que bien évidemment, pour pouvoir faire du béton, il faut du sable, du gravier et du ciment. C'est donc l'extension aussi à Chambéry de la carrière de ciment Vicat. C'est également à Barrault l'extension de la carrière de granulat. Et c'est partout, en fait, le besoin d'étendre et d'avoir des extensions d'autorisation de carrière pour pouvoir sortir des granulats, pour pouvoir faire du béton. D'accord? Et donc, il faut savoir que c'est quand même en millions de tonnes de béton que ça se calcule. Parce que non seulement vous sortez des millions de tonnes de matériaux puisque vous creusez le tunnel, mais en plus de ça, bah, il faut remettre des millions de tonnes de béton euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir faire les voûtes et faire les travaux. Et donc, en fait, les impacts agricoles et les impacts sur les terres ne sont pas que ceux des travaux et à l'entrée des tunnels avec la base travaux, mais ce sont aussi tous les éléments périphériques parce que vous allez avoir des centrales de concassage. Vous allez avoir également des zones de dépôt qui ne sont pas prévues et qui vont être sur des terres qui deviendront inexploitables. Vous allez avoir des centrales à béton qui sont énormes, les centrales à béton. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de ce que ça peut représenter. J'en profite, puisque tout à l'heure, il y a une copine qui disait qu'elle était venue dans une navette. Et il y a aussi une navette qui avait été organisée le 4 octobre. Et je m'excuse encore, mais je devais animer cette navette au départ de la Tour du Pin et j'ai dû absolument partir à l'étranger. Je n'avais pas d'autre solution. Et donc, je n'ai pas pu animer cette navette et ça a été fait par Antonin, si je me souviens bien. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que les impacts sont bien supérieurs à ceux qui sont annoncés dans les chambres. Ce qu'il faut savoir pour vous, puisqu'on parle des réunions des chambres, c'est que historiquement, en 2012, la FNSEA, les JA et la coordination rurale étaient vent debout contre le projet. Vent debout. Notamment sur la zone d'Avressieux pour la Savoie où la FNSEA a organisé la prise de décision qu'il y a eu sur la chambre régionale qui a remis en cause le projet. Et au niveau de l'enquête publique, ils ont pris des positions allant à l'encontre du projet. Donc il faut savoir qu'historiquement, FNSEA, JA, coordination sont opposés au projet. La FNSEA est rentrée dans un système de négociation et de compensation, comme vous vous en doutez, surtout au moment où Michel Dantin, qui était directeur de la Chambre en Savoie, est passé député européen, puis maire de Chambéry. Ils ont été un peu plus mous du guidon sur leur opposition. La coordination rurale avait un peu lâché le dossier. J'ai eu, à la demande de Lucille, si je ne me trompe pas, le gars qui suivait le dossier, Christian Provence, qui me semblait toujours convaincu de l'opposition nécessaire à ce projet. Donc, a priori, ce qu'il faut savoir, c'est que le monde agricole n'a jamais été pour le projet. Voilà. Et donc, sur les surfaces, on a évalué à 1500 hectares les surfaces agricoles qui peuvent être impactées. Juste pour que vous en ayez une vision, je crois que je dois avoir par là
la zone de l'Esso Saint-Étienne, Sainte-Hélène-du-Lac. Ça, c'est Saint-André-de-Gaz. La Chapelle Blanche, la Chapelle du Bar, Vimines. Attendez. Alors là, voilà, voilà, juste pour que vous voyez, là, ici, on est à Villarodin-Bourget. Villarodin-Bourget. Et donc, rien que pour une descendrie, c'est-à-dire que le tunnel est 600 mètres en dessous dans la montagne, vous avez déjà, rien que sur la zone travaux et zone d'entreposage, 20 hectares qui ont été artificialisés. Voyez? 20 hectares, et en fait, vous en avez aujourd'hui un petit peu plus, puisque vous avez cette partie-là qui l'a été également. Donc, vous avez rien que sur l'entrée d'une descendrie, c'est-à-dire grossièrement ce qui devrait avoir lieu à Détrier ou à Saint-Thibaut-de-Cous, déjà 20 hectares au minimum qui sont artificialisés. Si je suis en train de vous... Alors là, bah, ça, c'est la Daniel, zone... Oui? excuse-moi, sur les 20 hectares dont tu parles, est-ce qu'ils étaient comptabilisés initialement Alors, dans... ils étaient comptabilisés pour 10. Ils étaient comptabilisés pour 10, mais en fait, bien évidemment, les zones s'agrandissent au fur et à mesure. Mais par exemple, tout ce qui est centrale à béton n'était pas comptabilisé. Donc, vous avez une petite enquête publique à chaque fois que vous avez une nouvelle installation classée. Les usines de Voussoir n'étaient pas comptabilisées. Pourtant, elles sont sur des terres qui étaient agricoles, etc., etc. Et cetera. Et donc, si vous prenez l'île d'Abo, vous avez 200 hectares qui sont artificialisés. Si vous prenez la plaine de Montmélian, les Sauts, les Molettes, Chapareillan, etc., là, vous avez une entrée enfin, entrée-sortie de tunnel à la fois sur les Sauts, les Molettes et à la fois sur Chapareillan. Et en fait, vous avez un nœud ferroviaire. Je suis en train de rechercher le nœud ferroviaire en espérant le retrouver. Sinon, je vais vous le montrer sur un autre document. Excusez-moi. Non, bah, je l'ai. Là, je suis reparti. Je suis reparti de l'autre côté. Alors, bon, je vous le montre ici pour que vous voyez à peu près ce que c'est. Ah oui, non, il faut que je passe ici en diaporama. Voilà, donc ici, dans la plaine de Montmélian, là, vous avez une entrée de tunnel sous Beldon. Là, c'est les Sauts, les Molettes. Et ici, c'est la sortie Chapareillan. D'accord? Donc ici, vous avez un grand nœud ferroviaire puisque vous auriez une ligne qui viendrait ici tourner pour entrer dans le tunnel, qui n'existe pas. Vous en auriez une ici qui ferait pareil. Vous en auriez une ici qui pourrait aller là et une ici également. Donc là, vous avez un grand nœud autoroutier ferroviaire et ça, c'est 400 hectares minimum. Donc vous voyez que rien que entre l'île d'Abo et la plaine de Montmélian, vous avez déjà plus de 600 hectares qui sont artificialisés, mais là uniquement sur les emprises des voies. C'est-à-dire que là, vous n'avez toujours pas les zones de chantier, vous n'avez pas les zones d'entreposage des déblais, etc., etc. Et pour vous dire ce qu'ils avaient prévu dans la plaine de Montmélian, c'était de décaper 40 centimètres de terre pour poser des extractions des tunnels sur 1 mètre de hauteur et remettre les 40 centimètres. Donc, comme vous êtes paysan, vous savez que la terre, bien sûr, pénètre et s'infiltre dans les dépôts de roches qu'il peut y avoir en dessous et que, bien sûr, ça n'est pas utilisable. Donc, voilà, on a évalué à 1500 hectares les terres agricoles. Je crois qu'il y avait eu une première évaluation qui avait été faite par la Chambre, qui arrivait aux alentours de 1000 hectares déjà, mais sans avoir conscience de l'ensemble des autres effets cumulatifs, que ce soit pour les carrières, que ce soit pour tout le reste. Il y a Dominique qui veut prendre la parole. Ouais, non, Daniel, donc quand tu parles des 1500 hectares, tu tiens pas compte de toutes les carrières, etc., qui vont aller en plus. Alors si c'est pas, ça représenterait combien par rapport à ce qu'il y avait à l'origine? C'est-à-dire que si c'était 1000 hectares au départ, les carrières, les bidules, ça représente en pourcentage, ça va représenter 40% de plus ou 10% de plus.
Je n'ai pas un inventaire, je vous dirai des trucs au doigt mouillé, donc je vais l'éviter. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là-dedans, on n'a pas encore calculé tout ce qui est CFAL Nord. Et là, pour le coup, le CFAL Nord, le contournement ferroviaire, donc c'est la plaine de Léman et compagnie, vous voyez, là où ça se trouve, dans l'Ain. Euh, et donc là, c'est un désastre agricole total, parce que alors là, c'est que de la plaine agricole, hein. Et- ok. Est-ce Est-ce qu'on peut parler des expros peut-être vite fait ou il faut qu'on s'arrête? Non, ben ça dépend. Je pense qu'on peut quand même dire aux gens, on avait prévu de s'arrêter à 45, il est déjà plus tard, donc ceux qui ont besoin de partir, enfin, merci beaucoup d'avoir été là. Peut-être sur les expros, un Et seul puis mot de d'ordre. continuer après pour ceux qui veulent, c'est ça que je proposerais. Voilà. Un seul mot d'ordre sur les expropriations, c'est que la SNCF essaye de faire des ventes à l'amiable. En venant, en te mettant le pistolet sur la tempe et en disant, de toute façon, si tu vas à l'expropriation, tu vas être floué, vaut mieux négocier avec nous, tu auras un meilleur prix. Ça, c'est faux. Il faut résister aux expros, aux ventes à l'amiable, aller à l'expropriation. Il y a plusieurs raisons pour ça. C'est que la procédure d'expropriation est intégralement à la charge de l'expropriant. Donc déjà, plus il y a d'expropriation, plus ça leur coûte cher. Deuxièmement, l'expérience que l'on a, c'est qu'en expropriation, les gens touchent toujours plus que dans une vente à l'amiable. La troisième chose, c'est que, comme vous le savez, il y a de moins en moins de monde dans les tribunaux et de plus en plus d'encombrements, ce qui fait qu'ils n'ont pas le personnel pour gérer les expropriations dans les délais impartis. Et donc, c'est un excellent moyen de résister à ce projet. Ouais, ça, faut faire tourner le mot au maximum parce que là, des expropriations, ils sont en train d'en faire. Enfin, je veux dire, des ventes à l'amiable, ils essayent Bien d'en sûr. faire en Ils ce vont moment. voir tout le monde à l'amiable. Bien Et puis, sûr. ils le font en ce moment, quoi. Enfin, Exactement. J'ai une autre question, Daniel, par rapport à, tu prenais l'exemple de la descendrie de Villarodin-Bourget, où c'était prévu à 10 hectares et c'est passé à 20 dans la réalité. Est-ce Mhm. que tu as plusieurs autres exemples qui pourraient être présentés en session chambre, notamment? Bah, très franchement, non, mais j'ai deux exemples sur les accès. C'est qu'il est prévu une descendrie à Détrier et une descendrie à Saint-Thibaud-de-Cou. Alors, à Saint-Thibaud-de-Cou, ils ont dit non, mais vous inquiétez pas, on va tout emmener par train à Saint-Cassin. Sauf qu'à Saint-Cassin, je ne sais pas si ceux qui connaissent un petit peu la gueule de la vallée de Vimine, en fait, il n'y a pas de place. Vous êtes dans une vallée complètement étriquée. Et donc, pour faire du report dans des wagons, c'est pas possible. Il faut construire des nouvelles voies, etc. Surtout qu'à Saint-Cassin, vous êtes toujours en voie unique. Le résultat des courses, c'est qu'ils vendent des projets, mais c'est surtout que, en fait, il n'y a pas les surfaces à détrier pour pouvoir mettre 20 hectares. À détrier, vous n'avez pas les 20 hectares. Ils n'y sont pas. Donc, clairement, bah, tout ça va circuler sur les routes en passant par La Rochette. Et donc là, il y a bien évidemment beaucoup de gens qui ignorent qu'à La Rochette, il va y avoir des problèmes, mais également à Pontcharrat. Je le dis parce que, en fait, pour sortir de Détrier, il n'y a que deux solutions. C'est ou bien en allant vers Chamoux et Châteauneuf, ou bien en prenant les gorges du Bréda pour aller sur Pontcharrat. Et donc, clairement, il est possible d'aller remplir des lots, etc. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que de toute façon, vous avez la preuve là que ce qui est donné comme information par SNCF Réseau est absolument inapplicable. C'est-à-dire qu'à Saint-Cassin, vous ne pouvez pas faire du transport ferroviaire de matériaux parce que c'est une voie unique et que c'est des trains lourds et qu'il y a trop de courbes. De la même manière, à Détrier, ils vous disent non, non, mais c'est juste à Détrier, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas les 20 hectares disponibles. Moi, j'avais Vous entendu m'entendez parler. là? Ouais. Vous m'entendez, Pierre Gachet là? Vous Oui, m'entendez? Oui. Vas-y, Pierre. Ouais, ouais, c'était une question pour Daniel là. En tant que siégeant à cette PNAF, comment avec les communes, avec leur plus, comment on peut leur argumenter que c'est de non-utilité publique par rapport aux maires qui viennent présenter leur PLUI?
Alors, les PLU, en fait, la déclaration d'utilité publique du 28 août 2013 emportait modification des documents d'urbanisme. Donc, ils sont obligés de le faire Oui, puisqu'il oui, y a un décret d'utilité publique qui l'oblige. Ce qu'il faut dire à l'ensemble des élus, c'est qu'il existe un collectif des élus pour l'utilisation du réseau ferré existant, le CEPUR. Donc, je mettrai les coordonnées tout à l'heure pour y adhérer ou pour rejoindre ce collectif qui organise le 18 novembre une session spéciale, justement, je vous ferai passer également, si vous voulez, l'invitation, pour les élus pour leur dire voilà pourquoi on peut utiliser les voies existantes et voilà pourquoi donc il n'y a pas de nécessité aujourd'hui à faire ça. Et en tous les cas, le CEPUR est en train de faire signer par l'ensemble des élus un texte demandant l'évaluation socio-économique et environnementale des accès puisqu'elle n'existe pas. d'accord. Donc, je vais vous mettre tout de suite, je vous transfère tout de suite le mail du CEPUR, toujours sur la même liste. Je vous laisserai le faire ensuite, hein, d'accord? Il y avait encore une question de Oui, oui, Jean-Marc. j'écoute, j'écoute, j'écoute. Ouais, Jean-Marc, tu peux lui prendre la parole? Oui, oui, c'était juste dans ce que tu dis, est-ce que par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure avec l'échéance de l'enquête publique là, qui se termine en 2028, Oui. est-ce que si on freine un maximum sur, vu qu'il y a plein de projets où les expropriations sont pas complètement réglées, je pense que, je sais pas si tu as une idée du volume qui est actuellement acquis par rapport à ce qu'ils ont besoin d'acquérir et par rapport à toutes ces questions autour des tunnels, les tunnels n'ont pas commencé, mais ils savent pas où mettre les pierres. Donc, du coup, est-ce que l'échéance de 2028 est tenable ou pas tenable ou est-ce qu'ils vont prolonger et que du coup, ça peut durer longtemps, quoi? Alors, l'échéance de 2028 n'est pas tenable. On en a la preuve puisqu'il y a eu une décision ministérielle du 4 décembre 2024 que dans cette décision ministérielle, 3 ans et demi avant la fin de la déclaration d'utilité publique, le ministre est déjà en train de demander à SNCF Réseau de préparer le dossier de prorogation Mhm. pour 5 années supplémentaires. Donc, on sait parfaitement, effectivement, qu'il n'y a pas de possibilité de faire ce truc, puisque clairement, le ministre a déjà demandé de proroger, enfin de préparer le dossier de prorogation. Oui, ils l'ont déjà annoncé, ils l'ont annoncé pendant la Oula. commission territoriale de concertation. SNCF, enfin, SNCF Réseau l'a annoncé. Maud, tu veux les poser une question? Oui, et du coup, ça veut dire que cette prorogation, elle mènerait à quoi en durée? Et est-ce qu'après, on peut aborder l'eau, s'il te plaît? Oui. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que vous aviez dit tout à l'heure. Je ne sais plus qui a dit ça. C'est que il faut absolument parler, parler, parler du Lyon-Turin. C'est ce qu'on a dit dans la navette vendredi dernier. En fait, le dossier Lyon-Turin, pour des raisons diverses et variées, mais notamment une qui s'appelle la convergence des luttes, est souvent passé sous le tapis parce qu'il y avait des divergences, notamment avec la CGT et la CGT cheminot notamment, ou dans le cadre des échéances électorales, parce que les alliances écologistes socialistes faisaient que, ou parti de gauche, parti communiste, faisaient que, on ne va pas s'engueuler sur les divergences, alors qu'on cherche une dynamique électorale. Et donc, clairement, ce dont on a besoin, parce qu'on en a souffert jusqu'à maintenant, c'est vraiment, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que le dossier Lyon-Turin et cette opposition frontale soient permanentes à tous les niveaux d'instance. Et que, ben, là, vous le disiez tout à l'heure, nombre d'entre vous ne sont pas au courant. Donc, moi, ce que je vous fais déjà tout de suite comme proposition, c'est organisons une navette conf et montons en moyenne pour que vous voyiez de vos yeux ce que peut représenter la Maurienne aujourd'hui, mais je vais vous le montrer tout de suite avec quelques images qu'on a faites avec un drone. Vous allez voir le désastre que c'est quand même
Euh, alors, attendez, j'arrive tout de suite. Je vais vous mettre. Voilà, ah, merde, c'était là. Hop, voilà. Comme ça, pendant que je parle. Donc, moi, je vous propose peut-être d'organiser ça, justement, peut-être aussi d'aller voir des paysans de la conf sur le trajet pour que vous voyez. Et on n'a pas pu le faire vendredi. Vous voyez, ça, c'est les travaux juste pour l'entrée du tunnel à Saint-Jean-de-Maurienne, hein. Donc là, vous voyez, vous avez quand même un mur de 12 mètres de haut. Vous voyez? Donc, en fait, Saint-Jean-de-Maurienne, voilà, vous voyez? C'est la balafre totale. Vous voyez? Et ça, c'est juste pour poser une voie. Donc, imaginez dans la plaine de Montmélian, où vous avez des voies qui tournent pour rentrer dans les tunnels, etc., etc. C'est absolument dramatique. Et ça, sur 11 km de long, là, les images que vous voyez, c'est sur 11 km de long. Donc, tout ça pour vous dire que je pense qu'il est absolument nécessaire parce qu'à chaque fois qu'on a fait une navette, à chaque fois, les gens sont effarés par l'ampleur de ce qu'ils voient. Et encore vendredi quand on l'a fait. Donc moi, je vous propose, puisque là, vous allez rentrer dans une période de calme relatif, que peut-être on organise une navette avec un bus ou deux bus pour aller voir de vos yeux ce que c'est, en passant peut-être par Détrier, par la Combe de Savoie, pour que vous puissiez au retour vous dire, merde, mais là, ça va être un désastre total d'un point de vue agricole et peut-être ouvrir ces navettes aussi à d'autres personnes du monde agricole parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas allés jusqu'à Saint-Jean pour voir ce que c'est. Donc, ça, c'était la première proposition. Rappelle-moi ta deuxième partie de question. Excuse-moi, je suis parti sur mon truc et après j'ai oublié. Maude? Oui, sur l'eau, est-ce qu'on peut reparler de Oui, l'eau et oui, oui, oui. notamment le cas de Villard-Rodin et ailleurs? D'accord. Bon, bah écoutez, c'est assez simple. Sur l'eau, voilà, là, ça c'est un rapport du BRGM de 1977 qui a été fait pour constater ce qui s'était passé sur la galerie EDF qui va entre Saint-Étienne-de-Cuines en Maurienne et qui redescend de l'autre côté sur le Sheila dans le Grésivaudan. Vous voyez à peu près? Pour faire de l'hydroélectricité. Et donc, ils sont allés voir et voilà, en 1977, ils ont constaté que tout ce que vous avez là cerclé en rouge, ce sont des sources qui ont été taries par le creusement de la galerie qui est beaucoup plus petite. Alors eux, ils trouvaient que c'était bien puisqu'ils avaient besoin de récupérer l'eau pour faire de l'hydroélectricité. Mais donc jusqu'à 6 km autour des creusements, vous avez des tarissements de sources. D'accord? Ça, c'est le constat sur la galerie EDF. Quand vous regardez le projet, tous les points bleus là que j'ai entourés en rouge, ce sont des points de captage d'eau potable. Uniquement l'eau potable. Et vous voyez, le rouge pointillé, c'est le tracé du tunnel de base. Et donc, vous voyez que vous avez tout un tas de points d'eau qui sont menacés, en tous les cas potentiellement menacés. Ça, c'est sur le tunnel de base. Donc, bien évidemment, ils ont modifié puisqu'il était interdit de creuser à l'aplomb de ces points de captage d'eau. Donc, ils ont modifié pour dire, non, mais quand on creuse à plus de 100 mètres en dessous, on peut le faire. Ce qui ne change rien puisque personne ne connaît le réseau hydrologique souterrain qui passe en dessous. Donc, ça, c'est le truc. Mais de la même manière, en fait, il suffit de prendre ce qu'a écrit Lyon-Turin Ferroviaire. Vous voyez en haut, là, analyse des études faites par Lyon-Turin Ferroviaire sur le projet Lyon-Turin. Ceci équivaut, voilà, LTF a estimé que les deux tunnels principaux, d'accord, les descendries recevront un flux cumulé de 60 à 125 millions de mètres cubes à l'année, ce qui est comparable à l'alimentation en eau. Et dans la deuxième partie, toujours LTF, considère qu'il va y avoir donc des véritables changements pour les alimentations desservant les propriétés privées, les villages et les villes, l'agriculture et l'irrigation, le déversement des eaux usées, etc., etc., et la production d'hydroélectricité. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, juste comme illustration,
il y a un bout du tunnel qui a été creusé au tunnelier entre 2014 et 2016. C'est entre Saint-Martin-la-Porte et l'Apra. Donc, au-dessus de l'Apra, il y a un barrage qui s'appelle le barrage d'Orel, le pont des Chèvres. Et au moment du passage du tunnelier, le barrage s'est affaissé de 7 centimètres et le niveau de la nappe d'eau souterraine, qui était vérifié en permanence par un outil de contrôle, est descendu de 150 mètres. C'est un article qui est paru dans Mediapart, qui a été révélé par des agents de EDF. Et donc, on a la preuve qu'il y a des atteintes phénoménales sur la question de l'eau. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est eux qui l'ont écrit. D'accord? Donc, oui, il y a des effets sur l'eau. Les hydrogéologues le disent, c'est écrit partout. Et ce sont des apprentis sorciers qui sont prêts à continuer à le faire simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas reculer. Il y avait Florent qui voulait parler. Je ne sais pas si... Cas, Euh, Florent? je me souviens plus de la question que je voulais poser. Eh ben, du coup, pendant que tu réfléchis, est-ce qu'il y avait d'autres questions qui venaient après? Et est-ce qu'on se dit qu'on bloque après la question de Florent ou est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, je vous laisse m'indiquer. Jérôme, ok. Maude, ok. D'autres personnes? Moi, oui, Pierre. Pierre, Pierre. j'avais encore une question. C'est comment on peut interpeller la CDPENAF, comme elle est là pour protéger les zones naturelles, agricoles et forestiers, comment on peut l'interpeller par rapport à ça, pour, pour pouvoir dire que c'est inutile ce projet. Mais en direct, je ne vois pas parce qu'autrement, ils nous envoient à notre métier, ça veut dire c'est pas leur problème. Bah, moi, je pense que ce que vous pouvez dire, c'est, premièrement, il y a la Direction générale des transports, c'est-à-dire le ministère des Transports, et la Direction du Trésor, qui a révélé qu'il n'existe pas d'évaluation socio-économique. C'est obligatoire de la faire au titre du Code des transports. C'est l'article L 1511-1. Si vous voulez, je pourrais vous faire passer une note assez précise sur ce sujet qui vous donnera les articles également pour que vous puissiez faire les malins dans les CDPNAF. Parce qu'eux, ils ne les connaissent pas, Ah, ça les m'intéresse, articles. ça. Donc ça, Ça m'intéresse. je vais vous faire passer deux notes. La deuxième chose, c'est que toutes les prévisions qui avaient été faites sont fausses, toutes. Vous verrez ça aussi dans la note de synthèse que je vais vous faire passer. Je vous propose de la lire. Elle fait un certain nombre de pages, 18 pages, mais ça se lit assez vite. Et vous verrez que, par exemple, dans les enquêtes d'utilité publique, ils avaient prévu qu'il y aurait en 2020 2 200 000 poids lourds entre la France et l'Italie. Il y en a 1,4 million. En 2006, ils avaient prévu qu'il y en aurait 2,8 millions. Il y en a toujours pour 2017. Il y en avait 1,4 million. Et donc, toutes les prévisions s'avèrent fausses. Et ça n'est pas nous qui le disons. Enfin, si, c'est nous qui le disons parce que c'est des constats qui sont objectifs. Il suffit de prendre le nombre de camions au Fréjus et au Mont-Blanc et on sait combien il y en a. Mais c'est également ce qu'a écrit le 16 octobre 2025 l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, c'est-à-dire les anciens ponts et chaussées, qui ont écrit que toutes les prévisions qui sont faites sur ce projet se révèlent fausses. Que toutes se révèlent fausses. Et par conséquent, c'est la raison pour laquelle il faut absolument demander une évaluation socio-économique. Je vous explique pourquoi le système de l'évaluation socio-économique rapidement pour ceux qui siègent dans les trucs. Comme ça, vous pourrez en parler plus savamment qu'eux. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en face de vous, les mecs ne savent pas de quoi ils parlent. Je vous le dis. Ne soyez pas trop humble dans le machin, parce que eux, en fait, ils parlent, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. L'évaluation socio-économique, grossièrement, c'est on fait un projet comme le Lyon-Turin, ça va coûter de l'argent.
Il va y avoir des dégradations environnementales parce qu'on va prendre des terres agricoles, parce qu'on va émettre du CO2 avec les engins de travaux, etc. Mais à terme, le fait d'avoir sorti 1 million de poids lourds par an fait qu'on y gagne. Alors déjà, vous pouvez répondre, bah, ça tombe bien parce qu'avec la ligne existante, on peut déjà les sortir, les camions. Donc vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller faire la partie. Mais en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que pour avoir un bilan positif entre les avantages, c'est-à-dire diminution de CO2, diminution des accidents, etc., etc., et les coûts émissions de CO2, artificialisation des sols, etc., ils vont dire, ben, regardez, si on ne fait pas ça, il va y avoir 3 400 000 poids lourds, donc il n'y en aura que 2,7 millions. Donc là, on va économiser, et donc c'est très bon. Sauf que, en fait, leurs calculs sont tous surestimés, puisqu'il n'y a que 1 400 000 poids lourds et pas 2,8 millions comme prévu. Et en plus de ça, ils ont oublié quelques effets externes. C'est-à-dire que si vous sortez 1 million de poids lourds de la route, d'accord, forcément, ils ne passent plus dans les tunnels routiers, dont je vous ai montré tout à l'heure que l'aller-retour coûtait 638 €. Donc, vous voyez, ça commence à faire un petit peu de sous en moins tous les ans dans les tunnels, et ça tombe mal, les tunnels, ils appartiennent à l'État. Et bien, cet effet externe négatif, puisque tu perds les péages, il n'a jamais été comptabilisé. Vous voyez? Et donc, là, la nécessité de dire il n'y a pas d'évaluation socio-économique, ce n'est pas nous qui le disons, c'est la direction du Trésor et la direction des infrastructures. Vous ne pouvez pas venir nous expliquer qu'il faut absolument faire ce projet alors que vous ne savez même pas si ça va être une perte ou si ça va être un bénéfice. N'importe quel entrepreneur, vous pouvez reprendre les arguments de la droite capitaliste entrepreneuriale, ne crée pas une entreprise s'il ne pense pas faire du bénéfice. Vous ne savez même pas si vous allez faire du bénéfice ou de la perte. Vous voyez? Donc là, vous avez un premier argument. Le deuxième argument dans les CDPNAF, c'est leur dire, écoutez, vous êtes tous très intelligents autour de cette table, mais il se trouve que tous les ingénieurs des ponts et chaussées, tous les inspecteurs généraux des finances, tous les services de l'État et le Conseil d'orientation des infrastructures a déclaré qu'il ne fallait pas faire ce projet. Donc, je suis désolé, mais la moindre des choses, c'est d'écouter les gens qui ont déjà fait les rapports. Je suis d'accord avec toi, mais si je leur parle comme ça, ils ne m'écoutent pas. Ah bon? Non, je plaisante. Si je leur dis ce que tu viens de dire, oui, ils oui, vont pas qui sont m'écouter. très intelligents. Non, mais il faut simplement leur dire que ça n'est pas un argument que de la Confédération paysanne ou de la Ouais, coordination exactement. rurale. C'est simplement toutes les administrations centrales et que tous les rapports vont dans le même sens. Il y a une chose qu'il faut que vous ayez en tête et que personne n'a en tête parce qu'on ne pense jamais à ça. C'est que dans ce dossier, depuis le début, tous les services de l'État ont dit il ne faut pas faire. D'accord? Et pour avoir siégé aux assises de la mobilité, je peux vous dire que les gouvernements essayent de se débarrasser de ce projet, mais n'y arrivent pas pour une seule raison, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force en face. Et donc le rapport de force ou le risque électoral n'est pas en notre faveur. Et donc, ils continuent parce qu'ils ne veulent pas perdre les élections. Et donc, à la dernière réunion qu'il y a eu au Conseil d'orientation des infrastructures, qui se réunit en ce moment même, eh bien, il y avait les gars de SNCF Réseau. Et il se trouve qu'il y a un député, le député de Savoie, Jean-François Coulombe, avec qui je travaille en permanence pour préparer ces réunions, qui dit, bah écoutez, ce projet-là, visiblement, vous n'avez pas d'évaluation socio-économique et tous les services de l'État ont dit qu'il ne fallait pas le faire. Pourquoi vous continuez? Et le gars dit, ah oui, mais les collectivités territoriales le veulent. Et en fait, les collectivités territoriales, c'est quoi? C'est les mairies, etc. Donc, premièrement, il faut se mettre dans les élections municipales parce qu'on a besoin de gens à nous dans les conseils municipaux, ne serait-ce que pour avoir les informations. Mais en plus de ça, il faut absolument expliquer à tout le monde que si on ne met pas en permanence le dossier du Lyon-Turin sur la table, et ben en fait, il passe sous les radars. Ce qui s'est passé, hein, la preuve, c'est que vous voyez, tout à l'heure, une majorité d'entre vous avait une connaissance assez éloignée du dossier, alors que c'est un truc qui va impacter des zones agricoles
complètement démente. Donc Je... voilà, Non, mais faut s'appuyer, à mon avis, sur l'expertise d'État. Alors bon, j'ai quelques divergences avec des copains qui disent, ouais, mais on n'est pas toujours d'accord avec la Cour des comptes, avec l'autorité de régulation des transports. Moi, je suis un peu opportuniste dans le sujet. Je dis, utilisons ce qui nous sert au moment où ça nous sert le mieux. Après, clairement, envoyer de l'eau d'Évian en Italie pour rapporter de la San Pellegrino, je pense qu'on a le droit de s'interroger sur la pertinence du modèle. Il y a encore Maud, Jérôme et Laurence pardon, qui veulent parler et il est déjà je, 15h18. En ce qui me concerne, non, je je vais vous dois quitter. quitter dans Pardon. 10 minutes max. Du coup, Ouais, je vous quitte. je sais pas dans quel ordre, si c'est Maud qui voulait parler. Oui, je crois que c'est comme ça. Maud, si tu veux bien... Oui, 2 secondes. Eh ben, Daniel, là, il a répondu en partie à ma question qui était comment un tel projet, avec tous les arguments contre et toute l'irrationalité qu'il y a autour, peut continuer à progresser. Et voilà, donc oui, tu viens d'y répondre en particulier, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, à part cette concurrence politique, pour médiatiser plus, faut quoi? Faut un complément d'enquête, une Élise Lucet, je sais pas. Enfin, pourquoi ça bouge pas à ce niveau-là? Est-ce qu'il va falloir faire comme la 69? En arriver à des trucs d'expulsion avec des gens qui se mobilisent à fond, qui est des morts comme à Sivens pour arriver à quelque chose d'abandon. Voilà. Alors, bah, je propose qu'on fasse une liste des volontaires pour remplacer mes Rémi Fraisse, mais je suis pas sûr qu'on soit très Mais oui, nombreux. Non, mais plus prosaïquement, très franchement, en 2017, on est passé très près, très près. très près de Sauf la que, fin. oui, très près de la fin, sauf que Macron voulait arrêter, Oui. Elisabeth Borne aussi, sauf qu'il n'y avait pas de mobilisation. Et quand elle est allée voir le groupe des Verts au Sénat, les mecs ont dit oui, oui, et il n'y a personne qui a rien fait. Qu'à l'époque, la France insoumise n'était pas encore largement convaincue de la nécessité de l'opposition, ils soutenaient. Voilà. En fait, on n'a pas besoin, on a besoin que les organisations nationales, et c'est ce dont on a discuté vendredi, les organisations nationales fassent en sorte que l'ensemble du milieu environnemental disent il faut s'interroger sur le Lyon-Turin. Aujourd'hui, Oxfam refuse de parler du Lyon-Turin. Ah Réseau bon? Action Climat refuse de parler du Lyon-Turin. Chacun pour des raisons différentes. Et donc, en fait, les seuls qui parlent du Lyon-Turin, c'est ceux qui sont pour. Et donc, D'accord. il est absolument nécessaire, qu'y compris au sein des organisations environnementales ou des organisations environnementales, syndicales, politiques respectueuses de l'environnement, il y ait une pression pour que le Lyon-Turin soit à l'ordre du jour. Je vais vous donner des exemples qui sont pas, ne le prenez pas comme un truc critique. Mais par exemple, en 2019, vous avez une élection européenne. Je reçois chez moi Yannick Jadot et toute la troupe parce qu'ils viennent à Modane dire ah, il ne faut pas faire le Lyon-Turin. Sauf que en août 2018, aux journées d'été des écologistes, on ne parle pas du Lyon-Turin. On a une élection européenne en 2024. Donc, je dis aux copains des écolos, est-ce que vous avez prévu, là, au JDE de 2023, d'en parler? Parce que on n'en a pas parlé l'autre fois, en 2018. Et ils me disent non. Et pourtant, ils font venir Julien Leguet avec la marche pour l'eau et les bassines. Et en fait, tu vois que si la conf leur dit, mais attendez, c'est quoi l'histoire là? Combien de fois vous êtes intervenu sur le Lyon-Turin à l'Assemblée, au Sénat, etc. Oui, Euh, c'est ça la question. c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et alors, bon, alors il faut le faire aussi avec la France Insoumise, avec Génération, etc., si tu veux. Mais bien évidemment que les partis politiques, quand ils vont commencer à voir que les organisations soucieuses de l'environnement se mobilisent et mettent sur la table en permanence le Lyon-Turin, ben, fatalement, ça crée un rapport de force. Donc, dans un premier temps, effectivement, il faut que vous arriviez à faire bouger les Greenpeace au niveau national, les Oxfam, les réseaux Action Climat, les FNE de manière beaucoup plus précise
et qu'il signe des textes s'engageant contre le Lyon-Turin. Et vous allez voir que la mécanique va prendre. Après, des D'accord. compléments d'enquête, etc., on en a eu. Mais une fois que tu l'as eu, tu ne l'as plus. Et puis, la presse, elle te dit, ah, mais on a déjà parlé du Lyon-Turin. D'accord. Ok, merci. Jérôme? Et on s'arrêtera là. Ouais, alors moi c'était en fait Lucille qui m'avait dit que tu faisais un lien avec le FCC. Je sais pas si c'est intéressant d'en parler là, mais Bon, très rapidement, le FCC, voilà. c'est un tunnel de 91 km circulaires. Donc, en fait, c'est à peu près le tunnel entre la France et l'Italie en longueur et en diamètre. Et donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des effets cumulatifs, tant pour les extensions de carrière, parce qu'il va falloir du béton pour le CERN et le collisionneur de particules du côté d'Annecy, etc. Mais que ça vient en plus du projet Lyon-Turin. Donc ça veut dire que c'est une région totale dévastée par ces projets autoroutiers, pseudo-scientifiques, ferroviaires, et que personne n'a pris en compte pour la région. Et je rajouterais bien les Jeux Olympiques, du nombre de carrières qu'il faut ouvrir, du nombre de camions, du nombre de bulldozers, etc., etc., et du nombre d'hectares d'entreposage des déblais, puisqu'à chaque fois qu'on creuse, bien évidemment, on a besoin d'entreposer, plus le cumul des risques sur l'eau. En effet, il y a un cumul sur le FCC CERN, oui. Est-ce que c'est OK pour toi, Jérôme? Ouais, bah, c'était pour savoir si non, c'était par rapport au si c'était par rapport au travail, enfin je veux dire pas l'impact, mais si il y avait des liens sur potentiellement la construction tunnelier, etc. quoi. Mais après sur les impacts cumulatifs, c'est sûr. Et puis il y en a d'autres. Enfin, je veux dire même l'accroissement de la population, enfin qui est aussi gigantesque, hein. Sur les impacts. Enfin pour le coup c'est 80% de la consommation foncière, mais ouais. Oui, oui, alors bon, aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne, il n'y a plus un seul jeune origine de Saint-Jean-de-Maurienne qui peut habiter à Saint-Jean-de-Maurienne. Il y a plus d'immeubles libres. Voilà, enfin, tout. Les travailleurs du Lyon-Turin vivent dans des campings ou dans des caravanes aussi, hein. Je vous passe les problèmes que quand vous commencez à ramener 2 à 3 000 travailleurs sans famille qui ont entre 25 et 40 ans, il y a ce qui s'appelle la libido et que bien évidemment, vous avez du développement de travailleurs du sexe qui va avec le fait que vous ne déplacez pas des populations masculines essentiellement qui ont des besoins humains sans avoir ce qui va avec. On va les mettre dans le train. Oui, c'est ça. Bah oui, dans les wagons. Non, 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 je plaisantais, je plaisantais. Oui, Voilà. oui. Ah bah, OK. Eh bien, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait 2 bonnes heures qu'on y est. J'espère que tout le monde a pu trouver les réponses à ces questions et pourra avancer dans les différentes instances, que ce soit les sessions chambres, les CDPNAF, etc., avec ces nouveaux arguments. Euh, je conclus comme ça s'il n'y a pas d'autres comment dire, pas d'autres interpellations. Merci beaucoup, Daniel, pour le temps que tu nous as accordé. Ah bah, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser aux petites bêtises que je peux raconter. Merci, Daniel. Qui ouais. nous intéresse beaucoup. Faut croire qu'on aime tous les petites bêtises. Ouais. Je vous mets tout de suite la note argumentaire qui vous donnera quelques chiffres. Et je vais vous demander, je vais vous mettre aussi, voilà, il est là, sur le truc avec quelques éléments. N'hésitez pas, je sais que ce n'est pas tellement dans votre culture, ça ne l'était pas dans la mienne. Quand je vous mets des articles du Code des transports que je viens de vous envoyer, n'hésitez pas en CDPNAF et en réunion de concertation à les citer. Ouais. Parce que, en fait, en les citant, les autres, en fait, c'est vous qui faites l'argument D'autorité. d'autorité et les autres qui ne sont jamais allés ouvrir un code, en fait, n'osent jamais vous répondre. Donc, je vous engage vraiment à,
à faire ça parce que vous y gagnerez beaucoup. Vous y gagnerez beaucoup en crédibilité. Voilà, je vous vois maintenant parce que j'ai viré le partage d'écran. Merci de m'avoir appris à gérer le partage d'écran. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais me coucher moins con que je me suis levé. Et pour info, Merci. j'ai pris des notes aussi. Donc là, c'est Lucille de la Comte de Savoie qui parle. J'ai pris des notes aussi. J'essaierai de faire une synthèse, vraiment synthèse de cette rencontre-là. Peut-être cette semaine, ça me paraît compliqué. Peut-être la semaine prochaine. Et si des personnes veulent m'envoyer d'ici là, éventuellement des notes qu'ils auraient prises ou seraient prêts à compléter, je vous mets mon mail. Je peux peut-être faire un document partagé. Je vous mets mon mail dans la conversation. Super, On a Lucille, une merci. CDP NAV jeudi, nous. Hein. Ouais. Ça marche. T'as besoin de notes avant, c'est ça, Pierre? Bah, j'ai besoin d'arguments Bah, pour en parler tout de si, suite, c'est tout. si Bah, je tu les ai, les regardes, arguments, mais c'est vrai, là tu verras, faut que ça soit simplifié et puis Pierre, je qu'ils t'ai nous entendent, quoi, envoyé, qu'ils nous écoutent. Pierre, je viens d'envoyer là sur la boucle, donc j'imagine que tu es dessus, Ouais. sinon quelqu'un te fera suivre, ce qui Oui, non, s'appelle faut faire fi, moi, je suis qu'au téléphone. ah d'accord, oui, un recours où tu as des arguments qui sont assez notables. Il y en a un à la CDPNAF que vous pouvez dire, c'est que ça viole la règle d'or de la SNCF, par exemple. Par rapport à quoi? Bah, parce qu'ils font des investissements sans en connaître la rentabilité. Et la règle D'accord. d'or de la SNCF, c'est interdit à la SNCF de dépenser de l'argent si elle ne connaît pas la rentabilité socio-économique. Hmm. Donc là, vous voyez, Ouais. alors c'est des arguments de technocrates, j'en suis bien d'accord. Et on a d'autres arguments à faire valoir, mais c'est des arguments qui, dans ce genre d'institutions, portent parce qu'ils n'ont Ouais. pas les réponses. Donc là, j'ai mis sur le mail en réponse à tous euh, une note argumentaire plus un recours administratif. Peut-être que si vous voulez, je dis ça pour les permanents de la conf, moi je peux aider à essayer de synthétiser tout ça si vous y travaillez un peu et je peux refaire des relectures si vous le voulez. Super. Merci Merci. beaucoup. Eh ben, merci beaucoup, Merci. Daniel. Ben, merci à vous, hein. Merci beaucoup, Daniel, pour tous ces apports. Bon, Ouais. ben, Et écoute, merci à votre voilà. temps disponible pour Bon Voilà. tout. après-midi à tout le monde. Au Merci. revoir À et Salut. très vite. Au à revoir. très vite. Au revoir.